3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Alain Dubrul est avec nous, directeur de la gestion de Claresco. Bonsoir Alain. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Benoît Pelloual d'être avec nous également ce soir. Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Directeur des investissements de Natixis Wealth Management. À nos côtés également, Philippe Usan. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Merci d'être là. Ravi de vous accueillir ce soir. Vous êtes directeur général adjoint et directeur des gestions d'IM Global Partners. Messieurs, revenons peut-être quand même sur ce mois de novembre. Au moment où Jérôme Powell s'exprime, pour vous donner voilà, le cœur du message apporté par Jérôme Powell au terme de ce mois de novembre et de cette semaine, le président de la Fed estime qu'il est prématuré de parler de baisse de taux aujourd'hui. D'autres banquiers centraux américains ont pu le faire néanmoins ces derniers jours. Jérôme Powell, qui essaye d'ailleurs de manier un peu le bâton face à des marchés qui ont rallié tout au long du mois de novembre, en indiquant que d'autres hausses de taux pourraient même intervenir si nécessaire. On est toujours dans le wording classique de ce point de vue-là de la Banque centrale américaine, même si, Philippe, il s'est passé quand même beaucoup de choses au cours du mois de novembre qui marquent peut-être une inflexion majeure. Je ne sais pas, c'est la question. Ce qu'on a vu au mois de novembre, est-ce que c'est juste et avant tout une question de positionnement des investisseurs qui étaient à un moment peut-être très short taux, très short action, ou est-ce que c'est plus que ça ? Alors, il y a un peu de tout, en fait. Je pense, dans ce mois de novembre, d'abord, vous l'avez dit, il est quand même exceptionnel. C'est-à-dire qu'avoir à la fois les actions américaines, par exemple, qui progressent de plus de 6%, et les obligations dans le même temps qui progressent de 4,5%, il faut remonter au début des années 90 pour voir ça sur un mois aux États-Unis. Donc, je pense qu'aucun de nous n'est... Voilà, c'est la première fois dans notre vie professionnelle. Donc, ça, il faut quand même le souligner. C'est-à-dire que c'est pas tant l'amplitude, c'est le fait que la quasi-totalité des classes d'actifs, des marchés, les grandes capitalisations, les petites capitalisations, l'Asie est un petit peu à la traîne, mais elle est quand même largement positive. Et puis encore une fois, c'est à la fois les actions et les obligations. Le crédit, le high yield américain progresse de 4% sur le mois. Donc voilà, c'est cette conjonction-là. Alors, à quoi elle est due ? Elle est due d'abord, effectivement, à de bonnes nouvelles fondamentales, c'est-à-dire que toutes les nouvelles qu'on a eues au mois de novembre, c'est que l'inflation ralentit, et avec, on va dire, des bonnes indications que cette tendance est solide, et puis que l'économie américaine, vous vous souvenez, qui était à 5,2% au troisième trimestre, donc ça c'est pas une très bonne nouvelle pour la Réserve fédérale, ralentit aussi, mais reste en territoire positif. Donc on reparle de ce scénario boucle d'or, du conte de fées, et on peut croire, alors je dis bien croire, parce que ça reste un acte de foi, mais on peut croire au soft landing. Alors vous rajoutez à ça le fait qu'en plus le pétrole a baissé, donc ça a engendré un mouvement de baisse des taux d'intérêt. Et puis, effectivement, il y a eu aussi un retour, on va dire, des animal spirits. De mémoire, je crois qu'il y a eu 12 milliards, par exemple, de dollars qui sont arrivés sur les ETF high yield américains sur le mois de novembre. Donc, il y a eu, effectivement, du cash qui était un peu... Il y a eu du new money qui est arrivé dans le marché, quand même. Il y a eu du new money. Voilà. Donc, voilà. Il faut tout ce cocktail qui se concentre en un mois pour faire, on va dire, un rallye de fin d'année prématuré, on va dire avancé. Everything Rally, c'est exactement ce qu'on a vu au mois de novembre. Juste, on va en discuter, mais vous dites, c'est un mois qui appelle, ce qu'on a vu au mois de novembre, ça appelle à une certaine méfiance désormais, ou est-ce que c'est encourageant au contraire pour la suite ? Non, les données sont encourageantes. Après, ce qui est toujours spectaculaire, c'est la façon dont... La réaction de marché. C'est la réaction de marché. Avoir une cinquantaine de points de base de baisse du taux 10 ans, ça appelle des respirations. Et puis, encore une fois, donc, si on regarde du point de vue macroéconomique, d'abord, c'est les États-Unis. Les nouvelles, quand même, dans le reste du monde, vous avez raison, la désinflation, elle est globale. Les nouvelles sur la croissance ne sont pas aussi rassurantes, on va dire, dans le reste du monde. Et puis... Le pivot des banques centrales, effectivement, les marchés le jouent, les marchés y croient. Donc, c'est toujours intéressant de regarder les anticipations. Ouais. Donc voilà, plus le soft landing, effectivement, est avancé. Et puis, dernier point, ça veut aussi dire que si l'économie ralentit, probablement que les attentes, globalement, des analystes pour les bénéfices des actions, 12% aux États-Unis, 7% en Europe pour 2024, c'est comme souvent en début d'année, ambitieux. Optimiste. Bon, c'est bien parce que déjà plein de points ont été mis sur la table. Oui. Benoît, votre lecture de ce mois de novembre, qu'est-ce que vous avez compris de ce qui a généré effectivement ce rallye généralisé et historique selon différentes métriques ? Alors, dans les grandes lignes, je rejoins totalement ce qui vient d'être évoqué. C'est vrai que le point de départ, c'est quand même l'inflation, c'est le gros sujet. Il s'avère qu'on redoutait
qu'elles soient un peu plus persistantes. Finalement, c'est pas le cas, mais surtout, ça arrive concomitamment à des statistiques macroéconomiques qui se dégradent, mais de façon relativement modérée. Donc ça, c'est un peu le cocktail. Plus ou moins en fonction des zones. Mais effectivement, même en Europe, on peut considérer qu'on est encore, alors dans une médiocrité européenne, mais qu'on est encore dans quelque chose d'un ralentissement qui n'est pas une récession généralisée. C'est ça reste encore du domaine du raisonnable, cette dégradation macro. Et donc, on a un peu le cocktail que le marché a envie de voir, c'est-à-dire, effectivement, ce qui est pricé d'ailleurs sur les actions, c'est plutôt un soft landing, c'est-à-dire... Alors, il faut se méfier quand même, parce que c'est quand on est très confiant dans le soft landing que, justement, il ne se produit pas historiquement. Donc, il faut quand même être un peu méfiant sur cette idée. Il y a un élément sur lequel je voudrais revenir, et pour rebondir sur le point assez généralisé qui concerne toutes les classes d'actifs, c'est le phénomène de la liquidité. Il s'est passé aussi quelque chose. Alors, en partie, ce qui est derrière ce qu'on appelle le bad news is good news, c'est que, effectivement, l'effet positif de la détente des taux d'intérêt a considérablement amélioré les conditions de financement. Et ça, les marchés d'actifs risqués, ils aiment bien ça, on le voit bien historiquement. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres paramètres qui sont peut-être un peu plus techniques. Si on fait une espèce de proxy de la masse monétaire mondiale, en prenant les gros acteurs, incluant la Chine, etc., en fait, on s'aperçoit que la masse monétaire mondiale s'est contractée très violemment, et puis là, elle se contracte beaucoup moins. C'est-à-dire qu'il y a quand même une inflexion où cette contraction de la masse monétaire sous l'effet de la réduction de la taille des bilans, elle est moindre. Et quand on regarde cette espèce de proxy de la liquidité globale, dans un contexte dans lequel l'inflation, elle continue de corriger, la croissance ralentit un peu, ça génère un surplus de liquidité qui mérite d'être investi, qui a besoin d'être investi et qui va justement inonder ces différentes classes d'actifs. Et il y a un dernier point qui est aussi technique et à mon sens mérite d'être noté, c'est aussi que le Trésor américain a concentré les émissions de papier sur la partie courte. Ouais. Et en fait, ça a un impact aussi en termes de liquidité, puisque le fait de se concentrer sur des émissions sur la partie courte incite les fonds monétaires à participer. Et le fait que les fonds monétaires participent plus que les ménages ou les entreprises, en fait, on ne siphonne pas les réserves des banques auprès de la Réserve fédérale. On utilise justement l'autre facilité de dépôt qui a été créée justement en 2021 à la suite de l'échec du resserrement de la baisse de la taille de bilan de Yellen qui avait dû s'arrêter parce que ça va assécher les réserves des banques. Cette nouvelle facilité qui concerne les fonds monétaires, elle joue son rôle. En fait, c'est celle-ci qui est ponctionnée et pas les réserves des banques. C'est très technique, mais en réalité, ça permet de maintenir un niveau de liquidité dans les marchés qui, finalement, malgré un contexte de réduction de la taille du bilan, reste tout à fait satisfaisant et ce qui probablement explique ce caractère un peu indiscriminé où tout progresse en même temps. Très intéressant. Ça soulève à nouveau la question quand même du niveau de restriction monétaire qu'on a pu atteindre aujourd'hui. La quantité et le prix. Oui. Le prix monte, mais la quantité est toujours très abondante. Ouais, c'est ça. Et alors, je suis pas du le prix de la liquidité augmente, mais la liquidité est toujours là. Et c'est pour ça que je suis pas du tout surpris par la réaction de Powell en ce moment, qui fait un peu le bad cop, parce que en plus on a eu des discours qui allaient plutôt dans le sens d'alimenter les baisses de taux, et en fait c'est contre-productif sur ce qu'ils veulent. Ils veulent maintenir des taux relativement élevés pour continuer de rétablir l'équilibre des prix. Et donc je suis pas du tout surpris qu'il y ait ce type de discours. Maintenant, est-ce que ça va durer ce phénomène de liquidité ? C'est là où il faut être un peu prudent, c'est là où justement, alors effectivement, ça peut encore durer un petit peu parce que ça ne change pas aussi vite, mais il faut bien avoir en tête qu'à long terme, dans l'optique d'une allocation d'actifs, la liquidité explique assez peu de la performance, notamment des actions. Ça explique à peine 10% de la performance des actions quand on fait des régressions historiques sur le long terme. Donc c'est assez peu, et même quand on le fait dans la période de liquidité très abondante post-2010. Et donc en réalité, c'est quand même rassurant parce qu'à la fin, c'est quand même la croissance, les bénéfices d'entreprise qui décideront justement de la trajectoire. On a tous en tête le graphique du bilan de la Fed et du S&P 500. Oui. Il y a aussi d'autres déterminants que simplement le bilan de la Fed. Ce qui fait qu'on a tous aussi un boulot autour de la table. Donc il y a aussi d'autres déterminants que la liquidité. On parlera des IPS et du momentum bénéficiaire. Les enseignements du mois de novembre vous concernant, Alain, qu'est-ce que vous retenez, notamment sur la partie action dans ce rallye généralisé? Si on parle de rallye généralisé, c'est que les small caps également ont retrouvé, alors j'ai un peu d'oxygène partant du fond de la cave. Ce que je retiens du mois de novembre, c'est beaucoup de choses qui ont été dites, mais c'est du côté de la macroéconomie, il n'y a pas eu d'énormes surprises. Ça continue de ralentir, un peu plus en Europe qu'aux États-Unis. Et pour être honnête, les dernières publications américaines, même si l'ISM était un peu bas aujourd'hui, pour l'instant, les États-Unis restent pas si mal, on pourrait dire. Et notons aussi qu'aux États-Unis, on n'a aucun warning quasiment des entreprises, alors qu'en Europe, on en a déjà eu pas mal.
Donc ça suggère que du côté du bottom-up, en fait, pour l'instant, la situation reste meilleure aux États-Unis qu'en Europe. Non, je crois que ce qui a vraiment aidé les marchés en novembre, donc c'est pas la macro en soi, hein, c'est plutôt comme la Fed a dit qu'elle était data dependent, que son discours fin octobre était laissait comprendre que, ok, on ne sait pas quand on va baisser, mais la hausse, c'est quoi qu'ils disent, en fait, tout le monde pense maintenant que la hausse est terminée. Et surtout que l'inflation, finalement, confirme son ralentissement. Je pense que c'est surtout ça qui conforte en fait ces tendances. Rappelez-vous, il y a un jour où l'inflation américaine était genre 0,1 point en dessous des attentes, et le marché a bondi de 5%. Donc en fait, c'est surtout l'inflation qui rassure, parce que ça veut dire aussi que même si on bouge plus les taux, c'est-à-dire que les taux réels en fait augmentent, et quelque part dans l'esprit des marchés, ça rapproche l'horizon de la baisse des taux, et quoi que dise la Fed, le consensus, disons fin octobre, au creux de la vague, l'idée était que la baisse des taux s'enclencherait plutôt au deuxième semestre 2024, alors entre août, septembre, selon. Et là, en ce moment, on est visiblement, quand le calendrier a bougé très vite. Là, c'est mai. C'est mai pour les États-Unis et juin pour l'Europe. Donc, l'horizon s'est beaucoup raccourci. Et donc, du point de vue des actions, ça veut dire que ce stress du coût de la dette, du coût de financement, etc., on n'est pas revenu à des marchés ultra liquides, il ne faut pas rêver. Mais on sent que le sommet de la colline est proche. Et donc là, les marchés sont soulagés. On le voit avec les foncières qui ont 15%, une sorte de proxy bond, d'une certaine façon. Les taux longs qui ont quand même pas mal rebaissé. Un certain retour de la liquidité. Pour développer 2 secondes sur les foncières, on voit que ce qui était stressant dans les foncières, ce n'était pas le compte de résultat. Les loyers rentrent. Ce n'était même pas le bilan, parce que quand on fait une photo, ça va encore. Ce qui posait problème, finalement, c'est la capacité de ces boîtes-là à faire tourner les portefeuilles pour pouvoir réinvestir. Et ça, c'était bloqué. Pas de transactions. Alors, il n'y a toujours pas beaucoup de transactions, hein, clairement, parce que les prix ne se sont pas vraiment ajustés. Donc ça reste une crainte. Mais la crainte, c'était de se dire, finalement, si à un moment, ils n'arrivent pas à se refinancer, ils vont devoir faire des ventes forcées. Oui, d'accord. Des ventes forcées. Soit des augmentations de capital dilutives au plus bas. Oui, bien sûr. Épouvantables. Bien sûr. À la Orpea et autres. Sauf que justement... Et là, ils ont une fenêtre de tir qui se rouvre, quand même. On voit que quelque part, cette détente obligataire se transmet les soins. C'est-à-dire que là, on a quelques acteurs des foncières qui ont pu faire des augmentations de capital dilutives, en effet, mais pas trop, mais quand même dans les cours actuels. Ou des levées de dette, hein. Voilà, ou de la dette aussi. Ou de la dette aussi. Et d'une certaine façon, elles achètent du temps. Et ce qui était la principale crainte des marchés, c'était pas tellement que les résultats soient menacés, c'était que le bilan ne tienne pas pour des problèmes de refinancement. En levant de nouvelles dettes, en levant du nouveau capital au horizon de marché, certes, c'est un peu dilutif, mais on achète du temps. Et là, la conviction des marchés qu'ils vont pouvoir passer le creux de la vague se renforce. Et du coup, la décote, car on est toujours sur des décotes très importantes, se réduit parce que le risque, c'était qu'ils ne passent pas la barre. Et c'est le cas. Et plus généralement, sur les actions, il y a cet optimisme, effectivement, qui fait que moins de tension sur les financements, donc plus d'encouragement sur les multiples, sachant en revanche que du côté des entreprises, on n'est pas sur des nouvelles extraordinaires. Et pour être quand même prudent, je dirais qu'aux États-Unis, ça ralentit quand même. Et pour l'instant, on n'a rien vu du côté des entreprises. Donc il y a quand même un moment où, même si ce n'est pas aussi fort qu'en Europe, on pourra avoir des révisions à la baisse. Donc restons prudents. Mais pour autant, et pour parler des small caps, on souffrait d'un manque de liquidité, d'une sensibilité plus forte à la conjoncture, etc. Là, l'écart de performance par rapport aux grandes valeurs est colossal. Ah oui. Par exemple, le CAC, par J'ai vu, c'est 25 points. Français, c'est 2 années où on a 20 points de différence. C'est ça. Donc, non seulement elles sont... D'habitude, les small caps sont 10-20% plus chères que les large caps parce qu'elles offrent des perspectives de croissance. D'habitude, avant, il y a quelques années avant, quoi. Si on se il y a quelques années en retard. Jusqu'à il y a 5 ans. C'est une période de 20 ans. C'est ça. Et là, maintenant, on arrive à un point où elles sont moins chères, en fait, que les grandes capitalisations, alors que leur perspective de croissance reste quand même plus élevée. Et on a un certain nombre de sociétés qui traitent à moins de 10 fois les résultats, alors qu'elles n'ont pas forcément de dette, qu'elles ont des perspectives quand même assez correctes. Donc pour l'instant, c'est plus un call, ce qu'on appelle top-down, c'est les stratégies se disent, il y a un trop grand écart, il faut revenir. Maintenant, il va falloir derrière que ça se traduise concrètement par un retour de liquidité. On voit quelques fonds qui se sont levés. Des fonds, alors certains ont levé des fonds datés en disant, voilà, vous investissez, vous n'y touchez pas pendant 5 ans, parce que les prochains mois ne vont pas encore être faciles, mais on sait que les valos ne sont pas élevés, on sait qu'il y a un potentiel de rebond, et à horizon moyen terme, c'est clairement pas cher.
presque des stratégies non cotées, hein, enfin, d'une certaine manière. Hein. Enfin, je veux dire, la question des marchés de moins en moins liquides, on voit effectivement des stratégies qui se mettent dans des tunnels où il faut être là pour au moins 4-5 ans pour être sûr, effectivement, ça fait du sens, parce que d'être récompensé. La liquidité aujourd'hui, elle n'est pas encore là. On le voit, les sociétés qui déçoivent, le cours est quand même très pénalisé. À l'inverse, celles qui ont publié des trucs intéressants, quand tout le monde en veut, il n'y en a pas, donc elles peuvent remonter très vite aussi. On parlera des IPS, mais un mot quand même du calendrier des baisses de taux telles que anticipées par le marché, par les investisseurs. Philippe, comment vous regardez ce calendrier ? Alors, il y a la question du timing des baisses de taux, et puis moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui motivera dans ce cycle les banques centrales, la Fed en premier lieu, peut-être à baisser les taux par rapport aux fonctions de réaction historique qu'on peut avoir en tête. Est-ce que c'est l'idée d'une recalibration ? J'accompagne la désinflation, je vois l'inflation revenir à 2%, aucune nécessité de maintenir mes taux directeurs à 5,25, 5,50 dans ce contexte, ou est-ce qu'il y a l'idée que c'est des baisses de taux qui viendront en sauvetage d'une économie qui serait un peu, pas forcément dans le scénario du soft landing idéal? Alors c'est la question à milliard, combien de trillions de dollars, oui, c'est ça. Donc, comment on y réfléchit à cette question? Voilà, donc déjà on écoute ce qu'ils disent, donc même si vous le rappelez, la parole n'est pas encore forcément harmonisée, donc il y a un dernier FOMC au mois de décembre, donc avec une révision des perspectives, on aurait même les fameux dots, donc voilà, plus d'informations de ce côté, mais voilà, c'est ni vous ni moi qui allons décider, hein, c'est eux, donc là c'est vraiment la fonction de réaction. Après on se rappelle du mandat, hein. Le mandat c'est un mandat dual, donc sur l'inflation, stabilité des prix et chômage, donc emploi maximum. Emploi maximum. C'est ça. Donc effectivement, avec une inflation qui s'approche régulièrement de cette cible de 2%, ça leur donne des marges de manœuvre. Donc après, la vraie question pour eux, ça va être de dire est-ce qu'ils restent, j'allais dire, traumatisés par leur retard à l'allumage en 2021 ? Et donc, et c'est un peu ce que dit aujourd'hui Jérôme Powell, on va attendre. Ouais. On va attendre d'être sûr, avec le risque du coup qu'au fur et à mesure que l'inflation baisse, même si vous ne baissez pas si vous ne montez plus les taux, la politique monétaire devient de plus en plus restrictive. Parce que ce qui compte, c'est le niveau des taux moins l'inflation. Et donc qu'elle attende jusqu'à ce que l'économie ralentisse fortement et que là, voilà, il n'y a plus de débat et que finalement, comme souvent un cycle de politique monétaire, on a tendance à dire qu'on monte par l'escalier mais on redescend par l'ascenseur. Hein, ça redescend beaucoup plus vite. Donc qu'on ait ce cycle-là, ou que, pour une fois, et ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu, hein, il faut remonter encore au milieu des années 90, finalement, il y a un chemin plus sympathique qui se dessine, une inflation qui redonne des marges de manœuvre, et c'est ça hein, que les marchés ont commencé à pricer, c'est-à-dire aux États-Unis, des baisses de taux qui s'enclencheraient au début du deuxième trimestre, et qui, aujourd'hui, c'est 125 points de base pricés jusqu'au début de l'année 2025, donc c'est conséquent, on comprend que ça redonne de l'oxygène, que ça redonne le moral aux investisseurs, mais voilà, ça va vraiment dépendre de la fonction de réaction et là-dessus, donc pour moi, il y a aussi une différence. Alors, d'un côté, la BCE devrait avoir plus de marge de manœuvre parce qu'elle est, elle, sur l'inflation totale, alors que la Fed est sur l'inflation sous-jacente. Donc la baisse des prix du pétrole, la baisse des prix de l'énergie lui redonne plus de marge de manœuvre. La croissance ralentit, hein, on est en très légère récession, hein, on y est déjà. Mais là encore, peut-être que la BCE souffre d'un complexe d'infériorité, sa crédibilité peut-être moins établie que celle de la Réserve fédérale. Donc aujourd'hui, les marchés price la première baisse de taux autour de mars-avril. Ouais, c'est ça, pour la BCE. Ouais, pour la BCE, un petit peu avant. Voilà. Mais économiquement, on dirait, si on regardait des règles économiques plus classiques, on pourrait déjà y aller. Mais, voilà. Oui, donc il y a une séquence aussi, peut-être que la BCE tiendra à respecter de ce point de vue-là. Mais dans le pricing de marché, vous dites 125 points de base de baisse de taux pricés côté américain fin 2024. Ça correspond à quoi? Ça correspond à une logique de recalibration des taux d'intérêt par rapport à la désinflation qu'on continuera d'observer en 2024? Ou est-ce que c'est déjà l'idée qu'il faudra apporter du soutien et de l'accommodation? Non, justement. 125 points de base, enfin, on ne sait pas exactement où le fameux taux neutre, le R-star, mais ça correspond globalement à quelque chose qui revient doucement vers une politique monétaire. Donc neutre. Voilà. On neutralise la politique monétaire. Et donc on revient. Donc effectivement, c'est plutôt compatible avec du soft landing. C'est un scénario qui
pour moi, a beaucoup plus de crédibilité aujourd'hui qu'il en avait il y a 3 à 6 mois ou au début de l'année. Donc, encore une fois, on peut y croire. Maintenant, effectivement, il y a encore pas mal d'obstacles. Franchement, si la Réserve fédérale arrive à avoir un soft landing en 2024 avec tous les périls auxquels on va faire face, il faudra vraiment tirer son chapeau à M. Powell. Je pense que oui, effectivement, oui, ce sera historique de ce point de vue-là. C'est pas la première fois que vous nous parlez aussi, Benoît, de la séquence des années 90, oui. qui est un des rares exemples, comme vous le disiez, d'une récession normale et d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine. Alors, ce qu'il faut remarquer, les Américains, c'est tous les atterrissages ont l'air d'être des atterrissages en douceur au départ, y compris les atterrissages qui se terminent mal. Sous-entendu. Non, mais c'est vrai que sur le calendrier de ces baisses de taux, ce qui interpelle, c'est qu'il y a comme une espèce de volonté de piloter les attentes. C'est vrai que c'est sa tranche avec le comportement historique de la Réserve fédérale, puisque historiquement, en fait, on baisse les taux quand ça va mal. En fait, on n'anticipe pas. Et c'est pas forcément du 25 points de base. On peut attaquer fort et y aller vite. Donc, oui. Et en plus, c'est un jeu dangereux, parce qu'en réalité, en ayant justement ce discours-là, donc pour l'instant, on est dans le bad news is good news, tout se passe très bien. Puis ensuite, réellement, les marchés risquent de s'inquiéter, de se dire, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu. Et c'est là où ça précipite justement la baisse. Il faut garder en tête, moi j'aime bien garder les clés historiques de ce qu'on a vu. Et effectivement, c'est quand justement ça tourne vraiment au vinaigre qu'elle bouge vraiment. Ouais. Et elle bouge pas comme le scénario un peu consensuel de baisser progressivement de 25 points de base. C'est beaucoup plus rapide que ça. Sur l'ampleur, et effectivement, beaucoup de choses nous rappellent cette séquence de début des années 90. Parce que sur l'ampleur, alors effectivement, si on regarde 90, on est dans une ampleur de baisse de taux comme celle qui est aujourd'hui pricée dans le marché. C'est-à-dire 125, 150 points de base à 12 mois après la première baisse de taux. C'est ce qui est dans le marché aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé en 90. Et j'ai envie de dire, alors ok, c'est pas un soft landing, mais en gros, il y en a tellement peu des soft landing dans l'histoire. Le soft landing parfait, c'est 95. Et donc effectivement, on n'est pas dans ce cadre-là. Là, c'était 75 points de base de baisse de taux après la première, dans les 12 mois. Mais c'est pas non plus, et c'est là où nous, on est assez constructif, on se montre rassurant, c'est pas ce qu'on a vécu lors des dernières récessions, où on a fait plus de 200, 300, voire même plus de 400 points de base au moment de la bulle TMT. Donc, on est pour nous dans le scénario, en tout cas ça n'a pas spécialement changé nos attentes, tout ce qui se déroule. C'est d'une économie qui va freiner, qui freine. Pour l'instant, on est dans la phase on a plutôt confiance, c'est-à-dire l'inflation qui se détend, avec des chiffres macro pas trop mauvais. Mais il faut bien avoir en tête que là maintenant, l'inflation, pour qu'elle continue de baisser, il va falloir que l'économie se dégrade. Ouais. Et donc, on va avoir à un moment de pair une inflation qui continue de corriger, mais avec des chiffres macro qui seront un peu plus mauvais et qui précipiteront probablement une consolidation des marchés. Si on prend l'idée qu'on arrivera à 2% d'inflation aux États-Unis en bas de cycle, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Notamment du point de vue de l'inflation. Est-ce que c'est 2% qu'on arrive à maintenir avec le mandat de la stabilité des prix, ou est-ce que c'est un point d'appui avec des facteurs de rebond possibles qui tilteront toujours l'inflation un peu à la hausse? C'est très difficile à déterminer. En réalité, si on fait ça, j'ai envie de dire, alors déjà, on demande à la Fed de faire un soft landing parfait sur l'économie, et puis en plus que l'inflation tomberait pile poil à 2 avant de se stabiliser. Enfin, je pense que c'est un peu trop l'idéal. En réalité, ça se passe de façon un peu plus brutale. L'histoire nous l'a démontré. Et donc, voilà, là, on va dans le débat sur savoir de quel est l'environnement de taux qui va accoucher de cette séquence. Nous, on est assez convaincus que ça va quand même être un peu chaotique pendant quelques temps. Fort heureusement, c'est pas du tout le scénario d'une crise financière qui se profile. Tous les indicateurs de risque systémique sont plutôt calmes, etc. Donc c'est plutôt rassurant. Maintenant, faire ce scénario parfait nous semble trop ambitieux, encore une fois. Je pense qu'on va revenir vers l'objectif. Ouais. On va peut-être y revenir beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Peut-être de nouveau aller en dessous parce qu'on va. C'est ça le risque alors. C'est ça le risque pour vous aujourd'hui alors. Effectivement, je suis assez convaincu que là maintenant, la baisse de l'inflation, de par les moteurs aujourd'hui qui sont toujours les hausses de salaire et qui sont toujours les dynamiques des marges des entreprises, va devoir s'accompagner d'une dégradation macroéconomique un peu plus sérieuse que le soft landing et que ce qui est pricé aujourd'hui. Derrière cette baisse de l'inflation, peut-être plus rapide que ce qu'on pouvait encore imaginer il y a quelques temps à peine, Alain, c'est aussi le pouvoir de fixation des prix des entreprises qui va s'éroder fortement. Il faut se rappeler qu'une des raisons de ce qui a accéléré l'inflation en post-Covid, c'était les difficultés de chaînes d'approvisionnement qui ont fait que, même particulièrement dans l'automobile, où il n'y en avait pas pour tout le monde, donc les volumes n'étaient pas extraordinaires en 2022, mais les prix étaient
Bon, il y a beaucoup d'inflation, on l'a vu. Extraordinaire, oui. Mais je veux dire, les boîtes, globalement, Bah oui. même celles qui étaient normalement soumises à une forte concurrence, Bien sûr. en Les ont taux de bien marge profité. historiques. Là, on sent que les volumes ne sont pas terribles depuis le début de l'année. Enfin, je veux dire, dans l'alimentaire, ils sont quand même négatifs. Enfin, en valeur, on est à plus 10 parce qu'il y a beaucoup d'inflation, mais en volume, on est quand même en baisse. Et on voit que dans l'automobile, où il y avait un effet rattrapage, pour l'instant, les volumes étaient pas mal et en valeur, c'était très bien. Mais là, on sent, je prends l'exemple d'automobile, mais pas que, que là, ça commence à brader sec. Il y a trop de stock. Même Stellantis. Là, Trop de stock, là, déjà. Mais oui, mais en fait, dans l'automobile, il faut regarder les IMAT. Parce que moi, je voyais quand même la croissance, on a plus de 15% sur la d'immatriculation les en IMAT, 2023. c'est bien. C'est tout ce qu'on n'a pas pu servir l'an dernier qu'on a servi cette année. Les IMAT, ça va, mais les prises de commande, c'est pas bon. Et ça se fait pas sur les mêmes prix, alors. Ah non, en fait, même Stellantis, qui était très orthodoxe sur la question, vient d'avouer cette semaine qu'il commence à faire des rabais. Ouais. Et bon, Tesla avait commencé cette année. Donc c'est la fin de l'inflation par les profits, quoi. En d'autres termes, ce que je veux dire par là, l'automobile étant un exemple, mais pas que, c'est qu'on pourrait tout à fait avoir une accélération de la désinflation dans les prochains mois, qui serait tout simplement du fait qu'on fait des soldes. Le comportement de prix des entreprises peut accélérer encore que plus les boîtes l'inflation. ont commencé à baisser leurs prix. Pas parce que leurs coûts ont changé, mais parce qu'il faut écouler la camelote. Ouais. Enfin, on a vu le Black Friday était quand même assez dynamique, par exemple. Et on pourrait très bien perdre... Alors, le poids total, je ne m'en rends pas bien compte, mais perdre 50 à 100 bips d'inflation parce que les boîtes font des... Mais ça a été mesuré par les économistes, la part des profits qui a conduit à de l'inflation. Il y a certains économistes qui disent qu'il y a eu un peu de profit-led inflation. Bien sûr. Et que, il y a des conditions très particulières. Comme aujourd'hui, moi, toutes les sociétés que je rencontre me disent que d'un point de vue chaîne d'approvisionnement, c'est bon, il n'y a plus de problème. Le fret maritime a beaucoup baissé. Les entreprises produisent, les usines tournent. Il n'y a plus de problème d'approvisionnement. Maintenant, le problème, ça devient de commencer à les vendre et tout le monde nous dit on a trop de stock. Donc, il y en a qui tiennent, qui sont trop de stock. Je prends l'exemple des panneaux solaires. 30 gigawatts de panneaux solaires à Rotterdam cet été. Donc, certains ont acheté sur une base à $150 le mégawatt. Et là, ils me disent maintenant, il y en a tellement, il y a 80 gigawatts qui traînent à Rotterdam. Les prix sont à 130. 80 gigawatts, ça fait quand même 200 000. Attendez, ils sont bloqués pourquoi? Ils sont bloqués, enfin, ils s'accumulent. Non mais d'accord, mais parce que pourquoi? Parce qu'on n'a personne pour les installer ou parce que personne demande de panneaux solaires aujourd'hui? Parce qu'on aimerait bien en faire, mais les autorisations en Italie, ça prend 6 ans. D'accord. Voilà. Oui, donc ça, il y a un décalage entre la production et les installations. Mais fondamentalement, c'est pas un problème de demande. La demande est là, mais elle va prendre du temps. Enfin, physiquement, il y a une limite. Typiquement, par exemple, dans les panneaux solaires, la capacité de production mondiale serait dans les 800 gigawatts. Et cette année, on aura installé 360. Donc, bien entendu, c'est en croissance tout ça. Mais il y a ça coince un peu à un moment. On produit plus qu'on arrive à installer, en tout cas à court terme. Bon, ça, c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Et quand vous avez des stocks qui s'accumulent, plus de 100 000 containers à Rotterdam, le coût de stockage avec des, bien sûr. Avec des taux à 5%, voilà, il y a un moment, on se dit, on va peut-être essayer d'écouler la marchandise ou arrêter de produire. Enfin, donc tout ça fait que on peut avoir une accélération de la désinflation qui serait tout simplement liée à une érosion des marges, laquelle, du coup, fait qu'on pourrait atteindre plus rapidement les objectifs de la Fed et des banques centrales qui baisseraient leur taux financier pour deux raisons. Un, parce que l'inflation a atteint la cible. Deux, parce qu'il faut un petit peu redémarrer la machine. Maintenant, à moyen terme, par rapport à la question est-ce que l'inflation restera à 2%, c'est vrai qu'il y a des facteurs qui sont plutôt inflationnistes, tels que le vieillissement de la population, le fait que l'offre de travail, depuis le Covid, malgré tout, a baissé. Alors, avec une récession, on pense que les gens vont peut-être un peu plus se bouger, parce qu'il faudra quand même vivre. Mais et puis épargne investissement. Enfin, que les gens étaient un petit peu puisés dans leur bas de laine et que là, ça arrive vers la fin. Donc, ils seront peut-être un peu plus incités à travailler. Mais pour autant, il est probable que dans le nouveau monde post-Covid, avec un peu moins de travail, une population qui vieillit, le niveau d'économie, de croissance économique à partir duquel on pourrait générer de l'inflation sera plus bas qu'avant. Donc, ça limite aussi la potentielle baisse des taux. À propos d'équilibre ou déséquilibre épargne-investissement, Philippe, comment le marché va regarder justement tous les programmes de financement des États tournés vers les investissements d'avenir, bien fléchés? Il n'y a aucune raison de déroger à des investissements liés à la sécurité, la défense, la transition énergétique, la santé, etc. On voit que chaque adjudication du Trésor américain est scrutée de très très près. On sort d'une période où les marchés, la politique, le policy mix a été incroyablement agressif et ça a été bien apprécié par les marchés, on va dire. Est-ce que le regard va changer ?
Il a commencé à changer. Quand on regarde ce qui s'est passé dans la première partie du deuxième semestre, c'était vraiment une repentification de la courbe. Mais c'est pas un hasard. C'est le moment où, au premier semestre, le Trésor américain a été freiné dans sa capacité d'endettement. Il faut voir qu'on va encore avoir un déficit de l'ordre de 7% du PIB. Et ça aussi, c'est une des explications de la différence macro entre les États-Unis et l'Europe, c'est que les États-Unis ont continué à faire de la relance budgétaire massive. Et nous, on a une règle d'or. Voilà. Enfin, en tout cas, certains pays en ont. Certains, oui. Voilà. Et puis, et ça fait quand même partie des éléments qui devraient ralentir assez nettement en 2024, le côté soutien gouvernemental. Même avec un déficit encore important, vous dites qu'il n'y aura plus l'impulsion. Il va plus l'impulsion. Voilà, il va se réduire parce que voter un budget, c'est difficile. Enfin, le contexte électoral ne va pas faciliter, on va dire, les marges de manœuvre de l'administration Biden. Donc le point a commencé, on va dire. Ce qui est difficile, c'est de savoir, on va dire, cet élément, il va peser à la longue sur les taux d'intérêt. Après, c'est vrai que sur le court terme, tout le monde a envie de rallonger la duration des portefeuilles lorsqu'on pense que l'économie ralentit. Donc c'est ça aussi, il y a ces deux effets-là qui se contrebalancent. Mais c'est vrai, vous avez raison, pour moi le point important, c'est que finalement les ménages et les entreprises, globalement, aux États-Unis comme en Europe, ils étaient bien préparés à cette remontée des taux. Finalement, il y a eu peu de défauts, les acteurs gardaient le souvenir de 2008, donc on avait eu vraiment un deleveraging. Les seuls acteurs économiques qui ont fortement augmenté leur endettement dans les dernières années, ce sont les États, et c'est eux qui voient le coût de la dette augmenter. Le coût de la dette aux États-Unis, il a dépassé le $1 trillion aujourd'hui. Comme l'un d'entre vous le disait tout à l'heure, en plus, il y a une part de l'endettement à court terme aux États-Unis qui est proche de 20% aujourd'hui, donc ils n'ont pas été particulièrement malins, on va dire, dans on n'a pas loqué à long terme les taux d'intérêt pour l'instant. Les Anglais l'ont fait, mais les Anglais l'ont plus fait que les autres, les trésors anglais. Donc effectivement, il y a... on va dire il y a une épée de Damoclès à moyen terme. Alors après, il y a plein de possibilités pour remonter les impôts aux États-Unis. Je dis pas du tout ils ont de la marge là aussi. Ils ont de la marge, mais effectivement, ça va jouer. Mais voilà, le point important, c'est aussi qu'effectivement, la politique budgétaire devient plus contrainte. C'est le cas en Europe, c'est le cas chez nous. On verra le verdict de S&P tout à l'heure. Mais effectivement, on va dire, c'est finalement les gouvernements qui vivent la fin de l'argent facile plus vite que les autres. Et ça, à moyen terme, c'est quand même un plancher, là aussi, à la baisse des taux et des taux longs, notamment Alors, ils l'espèrent, sans doute. Mais je pense que c'est quand même plutôt, on va dire, un facteur tendanciel de hausse. Oui, c'est ça. Peut-être de la repentification des courbes. Parce que quand je dis un plancher, ça limite la baisse des taux longs. C'est ce que je voulais dire. C'est ça. Oui, tout à fait. Alors, on est parfaitement... Oui, c'est ça. Benoît ? Mais il y a une corde de rappel très importante pour les États qui est l'équation fétiche des économistes, R supérieur à G. Enfin, on y arrive en fait. Et ça, pour les États, c'est un vrai changement de monde. C'est-à-dire que, de nouveau, il y a une corde de rappel puissante qui est que si on veut continuer à lever de la dette, c'est plus compliqué dans un environnement dans lequel les taux d'intérêt sont supérieurs à la croissance. Et quand on regarde ce qui se profile, il suffit de prendre le consensus des économistes pour l'année prochaine, même aux États-Unis, de par le simple fait que l'inflation va se mettre à diminuer, les taux réels vont être mécaniquement, en tout cas, la Fed va être plus élevée. On va basculer à des niveaux qui sont proches, voire même supérieurs à la croissance. C'est déjà le cas en zone euro en réalité. Et ça a toujours précédé déjà le freinage économique, mais il faut faire très attention parce que pour les États, c'est ce qui fait qu'on a plus de difficultés à stabiliser ces ratios de dette sur PIB. Et ça, c'est une corde de rappel qui est, à mon sens, très très puissante. Et je voudrais juste revenir juste un dernier mot sur quelque chose qui me semble assez fondamental, et c'est ce qui fait encore une fois la différence entre les scénarios un peu catastrophes qu'on a toujours vécu, c'est la situation de dette, et notamment de dette des ménages. Les ménages aux États-Unis, et fondamentalement, c'est ce qui me fait penser à une grosse différence, c'est que sont très largement endettés à taux fixe. Et cette remontée des taux, elle a beau être très violente, elle fait beaucoup moins mal, en tout cas beaucoup moins tôt pour le cycle économique, et ça me semble vraiment un élément très très important. C'est pas ce qui va changer, je pense, la phase du monde et le freinage de l'économie, mais c'est ce qui peut-être nous évitera justement les récessions complètement démentielles qu'on a vécues ces dernières années. Quelques minutes pour parler investissement.
comment on se positionne aujourd'hui. Alain, qu'est-ce qui vous intéresse? Alors, entre l'univers crédit, l'univers action, les small caps, comment on organise les portefeuilles? Alors, à l'issue de ce mois de novembre, il y a l'horizon tactique de la fin d'année, mais il y a aussi quand même la perspective désormais de se projeter sur 2024. Alors, dans tout ce qui est crédit, enfin obligataire, etc., nous, depuis le mois de septembre, on est tendance plutôt à rallonger les portefeuilles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au vu de ce qui se passe, le cash à 4% en Europe, c'est bien, mais on se doute bien qu'à un moment, ça va commencer à baisser. Ouais. Donc peut-être sécuriser ces rendements en achetant des papiers, pas forcément très longs, mais sur 4-5 ans, qui permettent d'avoir des taux à peu près similaires, mais qui pourraient au moins être garantis, et puis sinon éventuellement subir une petite plus-value en cas de baisse des taux d'ici 18 mois. C'est pas quelque chose d'idiot. Du côté des actions, a priori... il y a un effet soutien de la part des taux, donc je pense qu'il faut rester investi en actions, peut-être avec une préférence pour des entreprises pas trop endettées malgré tout, parce que même si le ralentissement du coût de la dette, ça aide, il y a aussi il faut être bien conscient qu'il y a un certain nombre d'entreprises où les résultats vont se dégrader. Donc contrariant, mais pas non plus aveuglé par l'idée sur la partie, que les banques centrales vont sauver toutes les boîtes trop endettées. Disons, les boîtes à bilan compliqué, il y a eu un effet rebond. Oui, je comprends. Lié au taux, forcément, qui est un soulagement réel. Mais il faut quand même, dans l'opérationnel, distinguer celles qui sont quand même solides, qui pourront supporter le ralentissement économique, à la limite, en ayant des... Quand ça ralentit, l'avantage, ceux qui n'ont pas de dette, ou peu, c'est qu'ils peuvent éventuellement acquérir des entreprises en difficulté au bon moment à un prix faible. Ouais. Alors que celles qui sont... Il y a quand même des plafonds de dette, on le voit aujourd'hui. Les entreprises qui ont des vraies difficultés, c'est des spirales sans fond. Enfin, on pense à Corian, enfin Clariane, ce qui s'est passé, bon, sans citer Orpea ou... même Alstom, une boîte qui a un problème de cash flow. Des spirales mortifères, oui. Problème de cash flow. Enfin, ce qui est paradoxal, parce que Alstom, ils ont un très beau carnet de commandes en soi. Oui. Mais la montée en puissance de la production avec des problèmes de BFR, des problèmes de cash flow, aujourd'hui, ça passe plus. Ou ça fait courir le risque d'une augmentation de capital dans de très mauvaises conditions. Et donc, les bilans, quand même, restent... Les bilans fragiles, il faut continuer à faire attention. Philippe, qu'est-ce qui vous intéresse dans l'investissement aujourd'hui? Est-ce qu'on sort un peu du cash? Est-ce que c'est le moment de sortir un peu du cash? Oui, alors effectivement, le cash était roi, j'allais dire, il y a un an, et il y avait des alternatives. Là effectivement, le point, c'est qu'on trouve des opportunités d'investissement intéressantes sur les obligations. Je vous rejoins, effectivement. Donc, on peut rallonger la duration des portefeuilles. Je pense qu'il faut être extrêmement sélectif sur la qualité de crédit. Donc, je le disais tout à l'heure, il y a eu un engouement pour le high yield américain sous forme indicielle. Bon, si c'est pour jouer un mouvement de court terme, pourquoi pas, mais il va y avoir une augmentation des défauts dans cet environnement-là. D'ailleurs, par exemple, le nombre, on approche maintenant de la barre des 200 des institutions américaines qui sont rentrées en Chapter 11 cette année. La plupart du temps, on ne le connaît pas. Il y a peut-être juste WeWork ou Bed Bath & Beyond. Mais voilà, ça augmente. 200, c'est les chiffres qu'on avait en 2008, 2009, 2020. Donc, c'est pas on retrouve un rythme normal de Chapter 11 aux États-Unis. C'est ça. Mais bon, après, c'est des entreprises c'est celles qui ne s'étaient pas préparées, qui étaient restées à taux variable. Voilà. Donc ça, donc il faut être sélectif. Et puis sur les actions, je dirais que finalement, notamment sur le marché américain, ce qui caractérise la hausse des grandes capitalisations depuis le début de l'année, c'est une hausse extrêmement concentrée. Si on prend l'indice des 100 plus grandes valeurs, il monte de plus de 27%. Il n'y a en fait que 20 valeurs qui font mieux que ces 27%. Il y a évidemment les 7 que tout le monde connaît, 13 autres. Sur les 80 autres, il y en a 40 qui sont même en performance négative depuis le début de l'année. Donc les écarts ont été colossaux. Et effectivement, dans un environnement où les marges vont être, pour certaines, on va dire, attaquées, où la montée progressive du coût de la dette va se faire sentir, nous, on recommande vraiment un biais qu'on appelle qualité dans les portefeuilles, c'est-à-dire aller vers des sociétés qui sont visibles, donc qui sont capables effectivement d'avoir une croissance bénéficiaire moins dépendante du cycle, et en étant attentif aux valorisations. Oui, parce que là, ça nous ramène quand même très vite autour des 7 magnifiques, Philippe, non? Non, parce que c'est pas forcément... d'abord, c'est un groupe moins homogène qu'il en a l'air, et c'est pas forcément celle qui offre les meilleures perspectives bénéficiaires pour... non, pour l'an prochain. Je suis d'accord. Donc, on trouve, pour le coup, beaucoup d'autres sociétés qui offrent des perspectives de croissance à 2 chiffres. Donc, dans les grandes... et effectivement plus dans les moyennes et les petites. Et de la qualité à prix raisonnable. C'est-à-dire, on a eu des extrêmes peut-être en termes de valorisation sur une partie du marché, mais dans ce que vous regardez, là, on trouve cette qualité à prix raisonnable. Exactement. Qui est le Graal toujours de l'investisseur. Absolument. Benoît,
Je ne vais pas être très original, mais Bon. c'est vrai que tout le monde a profité de cette phase de monétaire qui redonne un rendement très intéressant. Il faut se préparer à l'étape d'après. Comme on l'a vu, la réaction des banques centrales, ça peut aller très vite en général, historiquement. Donc il faut effectivement cristalliser ces rendements. Et ça fait quand même très longtemps on n'a pas pu faire grand-chose sur les marchés obligataires. Et donc on ne va pas bouder notre plaisir. On a de nouveau de l'allocation, un exercice d'allocation intéressant à faire sur les marchés obligataires. Ce qui nous semble en plus assez pertinent en termes de rendement en risque. Parce que quand on regarde ce qui est valorisé, notamment sur de l'investment grade, etc., on valorise déjà un freinage assez sérieux de l'économie, ce qui n'est pas du tout le cas du côté des actions. Donc l'un dans l'autre, et justement c'était évoqué plus tôt, quand en plus on regarde ce que ça a fait sur le mois, finalement par rapport aux actions, c'est pas si mal vu l'exposition au risque et les niveaux de prime de risque. Maintenant sur les actions, encore une fois, c'est vrai que c'est tentant, on s'attendait à ce qu'il y ait une forme de stabilisation, bad news is good news, etc. On ne s'attendait pas à ce que ce soit un tel rallye sur le mois. On a tendance quand même à rester relativement prudent fondamentalement sur les actions. On sait historiquement que ça peut se retourner justement dans cette phase où l'économie freine, mais surtout... On peut se faire peur, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il y aura peut-être dans ce moment de bas de cycle des moments où on se fera peur sur le scénario. Et qui nous sembleront vraiment être la vraie opportunité fondamentale, puisque derrière, le simple fait de revenir à la croissance macro simplement positive si on bascule en récession, on retrouvera un potentiel très considérable sur les marchés actions, et c'est là où fondamentalement on y reviendra. En attendant, on pilote surtout, et justement on évoquait ça à travers les small mid caps, on essaye de piloter les sous-expositions trop importantes, parce que là il y a des écarts qui sont tellement importants que ça nous met en risque en termes d'allocation. Très asymétrique aussi. Effectivement, les small mid caps en termes de valorisation relative, on est dans une situation comparable à 2008. C'est pas forcément le scénario le plus probable, donc c'est peut-être encore un peu tôt pour y revenir, mais on surveille ça avec beaucoup d'attention. En tout cas, c'est le sujet principal de nos conversations en termes d'allocation d'actifs. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Benoît Pellois, le directeur des investissements de Natixis Wealth Management. Philippe Uzan, directeur de gestion d'IM Global Partners. Et Alain Dubrul, directeur de la gestion de Claresco.